Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on est là aujourd'hui à 14 heures pour l'atelier mineurs victimes et co-victimes, un public spécifique nécessitant une prise en charge adaptée. Du coup, dans cet atelier, on aura 6 intervenants. On aura Madame Dolo, Madame Leray, Monsieur Marcomini, Madame Toiti, Madame Géanin et Madame Kerdrin. Je vais commencer par donner la parole à Madame Toiti. Bonjour tout le monde, donc à moi la lourde tâche de commencer. Donc pour vous parler des enfants et des co-victimes, ce qu'on appelle nous dans le milieu judiciaire les co-victimes, à savoir donc tout ce qui est en entourage direct ou indirect de la personne qui est violentée et qui peut déposer plainte ou venir en tout cas signaler les faits. Donc pour nous et dans le langage courant de la police, en co-victimes, on entend plutôt les mineurs, les enfants, qu'ils soient présents ou absents. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un enfant qui est à l'école pendant que la maman ou le papa se fait frapper, il peut être quand même considéré comme co-victime par nous. On entend aussi les jeunes majeurs. Un enfant, ça ne s'arrête pas, malheureusement, à la loi, à ses 18 ans, mais pour nous, ça ne s'arrête pas à 18 ans. Un enfant de 19-20 ans va être entendu. Donc les bébés et bas âge aussi sont considérés comme victimes potentielles. Sur le déroulement et en tout cas sur les personnes qui peuvent être prises en compte, on parle de co-victimes dans le sens de victimes de faits physiques, c'est-à-dire qu'un enfant qui est présent au moment des faits proprement dit, avec par exemple qui est dans les bras de sa mère ou de son père, qui s'interpose, qui essaye de prendre la défense de l'un ou de l'autre, qui est présent physiquement. On entend aussi l'enfant ou en tout cas le petit témoin qui est dans la chambre, qui est à l'extérieur, qui est dans le jardin en train de jouer et tout ça, mais qui peut entendre, qui va être témoin auditif ou en tout cas qui va ressentir les choses. Même dans son sommeil, il faut savoir qu'un enfant, dans son sommeil, peut entendre des choses, quoique les parents puissent le dire ou en penser. Un enfant, il entend tout, même en dormant. On entend aussi donc, les enfants absents, mais qui peuvent être habituellement présents. Donc on va leur poser des questions. Donc notre priorité à nous, c'est de savoir, s'il est victime directe. Et donc, dans ce cas-là, il ne devient plus co-victime, il devient victime, tout simplement. Ou s'il est victime collatérale, comme on dit, dans le jargon que j'aime pas trop, parce que c'est pas très joli de dire ça, mais malheureusement, c'est un peu le terme que j'ai trouvé, à savoir, est-ce qu'il prend indirectement les coups parce qu'il s'est interposé, parce qu'il est présent avec la personne qui est victime des coups, est-ce qu'il l'entend, et ainsi de suite. Donc, on peut traiter... Pareil, je n'aime pas trop ce mot-là, mais on peut en tout cas enquêter sur ce dossier-là de façon à savoir, avec un médecin et avec les blessures ou pas qui sont présentes en fonction de l'audition de l'enfant, si on peut partir sur des violences physiques et donc lui attribuer un préjudice physique et une évaluation d'invalidité directement parce qu'il a eu reçu des coups et indirectement parce qu'il n'en a pas reçu mais qu'il est témoin auditif et ainsi de suite et qu'il il va avoir ce qu'on appelle une ITT psychologique, c'est-à-dire un ressentiment ou une émotion qui peut lui engendrer des séquelles ou en tout cas un préjudice. Dans la difficulté qu'on a nous, c'est qu'on ne va pas vous parler pour tout ce qui est social de préjudice psychologique, préjudice social, éducatif et ainsi de suite. Nous on parle de préjudice pénal, parce qu'on est dans la police ou dans la gendarmerie, on va prendre en compte le préjudice au sens de la loi pénale. Et pour qu'une personne puisse être appelée, on va dire, en tant que victime ou en tant que plaignante, il lui faut un préjudice, direct ou indirect, mais il faut un préjudice. Donc le but de ça, c'est de savoir qui est présent, qui n'est pas présent, d'une part, qui est potentiellement présent par audition, par habitude, parce qu'il peut ne pas être là pour les violences physiques, mais il peut avoir des habitudes, des violences répétées, et lui être témoin de ces violences répétées, ou en tout cas de ce climat de violence répétée. Donc on va faire tout ça. Ces enfants sont pris en compte. Alors, actuellement,
on a une évolution dans le droit qui fait que ces violences maintenant sont réellement prises en compte par des lois, par des textes, par des circulaires du ministère de la Chancellerie, du ministère de la Justice. Mais on a des pratiques antérieures. Moi, par exemple, j'ai commencé à professer sur le 95. Les enfants victimes étaient déjà pris en compte bien avant 2010. On les prenait en tant que victimes de violences psychologiques, même s'ils étaient dans la chambre, qu'ils dormaient, et ainsi de suite. En fonction des parquets, vous avez cette évolution qui a été faite ou pas, plus ou moins rapidement, et ainsi de suite, et qui fait que on a une expérience, en tout cas, sur la prise en compte de ces enfants, parce qu'on va généraliser, on va parler des enfants. À côté de ça, si vous allez sur certaines régions comme le Morbihan, ou là, l'évolution se fait encore actuellement. Et actuellement, là, on a 2 circulaires qui sont tombées il y a très peu de temps, mais sur des faits très très graves, qui sont l'homicide conjugal, tout ce qui est féminicide et ainsi de suite, et la prise en compte des enfants. Sur ce thème principal-là, et je pense que c'est en fonction de l'actualité, on a un nouveau protocole qui s'installe et qui rejoint tout ce qui est ASE, donc la DGISS, le pôle médical avec l'hôpital, le SAMU, ainsi de suite, et les forces de l'ordre, qui font qu'on prend en compte l'enfant et qu'on doit l'extirper plus ou moins en fait, de la famille, ou en tout cas des faits, pour le protéger d'abord à l'hôpital, qu'il soit de suite placé en placement provisoire, donc à une CNUPP, qui soit entendu dans un milieu protégé et sécurisé, par les forces de l'ordre, j'entends, mais aussi avec des référents uniques et qui pérennent un peu, qui sont en tout cas dans le temps, que ça ne soit pas tout le temps un changement, parce que la fonction publique ou même les fonctions territoriales, ainsi de suite, font que vous avez des intervenants qui peuvent changer tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Là, on essaye d'instaurer des référents dans la continuité, et de façon à prendre en compte de suite je vais avoir du mal avec le micro, désolé, de suite le préjudice psychologique de l'enfant, et cette prise en charge et sociale et médicale et pénale, tout dans la même foulée. Donc pour nous, c'est une vraie nouveauté, je ne vous le cache pas, en tout cas pour la police. Effectivement, on a cette évolution parce que la police, et je pense que la gendarmerie ont fait des gros efforts là-dessus, c'est que nous, notre objectif, c'est malheureusement la procédure. On est sur une procédure. C'est une façon aussi de nous protéger, parce que quand vous arrivez sur les lieux, voilà, c'est quand même... c'est quand même un vrai traumatisme aussi pour nous, hein, d'avoir une personne à terre qui est battue ou qui est morte avec des enfants et ainsi de suite. Donc on se protège aussi de notre façon d'être très professionnel et d'arriver. Notre finalité aussi, c'est d'arriver à faire une procédure et d'arriver jusqu'à en tout cas une décision judiciaire. Donc on sort un peu ça. Maintenant, l'évolution fait qu'on nous demande en plus, et je pense que c'est bien... Prenez-le. Pour nous, c'est une vraie évolution, mais c'est aussi une révolution pour nous, personnellement. C'est qu'on prend en compte l'aspect psychologique des gens, quels que soient les gens qui y arrivent, que ce soit pour les plaintes, que ce soit pour la prise en charge, et que ce soit pour les enfants, principalement. Alors, les enfants, on avait l'habitude de prendre en charge les enfants. Tout ce qui est maltraitance, tout ce qui est violence sexuelle, et ainsi de suite, ça fait des années et des années que la police prend en compte cet aspect-là. Ce qu'on ne prenait peut-être pas assez en compte, c'est la prise en charge sociale, psychologique, au sein des violences intrafamiliales, et avec cette corrélation et cette coaction, en tout cas avec ce mélange entre les enfants, les parents. On arrivait à prendre chaque personne indépendamment. Maintenant, on essaye de prendre un tout, parce qu'une famille, c'est un tout. Voilà. Donc, on a cette évolution. Alors, je fais vite, hein, je vous cache pas, parce qu'on a 5 minutes chacun. Il va falloir expliquer 5 minutes tout notre travail et l'évolution législative, donc je ne vais pas y arriver, hein, qu'on soit bien clair. On développe en tout cas un tissu partenarial de plus en plus, de façon à ce que chaque institution ait des portes d'entrée, des portes de sortie, pour qu'on ait des référents entre nous, pour faciliter les administrateurs ad hoc, pour faciliter les prises en charge sociales et éducatives et pénales. On explique aussi
nous, ce qu'on a besoin pour faire la procédure, parce qu'il ne faut quand même pas quitter des yeux qu'on a une procédure en cours, qu'il y a un fait criminel qui s'est fait, quel que soit, que ce soit délictuel, criminel ou pas, mais en tout cas, on a un fait pénal et il faut arriver au bout, parce que le but, c'est que ça s'arrête et que la personne soit jugée pour ce qu'elle a fait. Donc, on explique tout ça. Sur les techniques d'audition, on est sur une prise en charge des enfants pour tout ce qui est co-victime particulière. C'est-à-dire qu'une personne adulte va être entendue la plupart du temps, et encore ça évolue, au sein du commissariat, dans une plainte assez traditionnelle. On essaye de plus en plus de faire des auditions d'enfants sur des milieux protégés. On a la salle Mélanie qui existe, ça c'est le nom d'une petite fille qui a été battue à mort. Et on a toutes les associations Voix de l'enfant, SOS Enfance en danger et ainsi de suite qui nous aident avec ça au sein de l'hôpital. On a tout ce partenariat qui s'est fait de façon à avoir des salles qui sont en milieu protégé, où vous avez une équipe médicale, une équipe psychologique, sociale et ainsi de suite, et où les policiers, eux, se déplacent pour prendre en compte ces enfants qui sont... Et on fait des techniques. Donc on a tous des modules, donc chaque brigade, que ce soit les gendarmes ou que ce soit la police, nous, au sein de la police, on a des modules particuliers de formation qui sont très longs pour faire partie d'une brigade de la protection de la famille, qui est l'ancienne brigade des mineurs. Dans le temps, on disait brigade des mineurs, brigade des mœurs, proxénétisme ou la mondaine, si vous remontez à Gabin et ainsi de suite. Maintenant, c'est brigade de la protection de la famille. On fait tout ça, du sexuel adulte jusqu'au sexuel enfant, pédophilie, mineur et ainsi de suite. Et pour tous ces thèmes-là, on a 9 à 10 modules en fonction que vous voulez, et c'est à peu près 15 jours chaque module. Donc c'est une formation. Vous avez des fonctionnaires en face de vous qui sont spécialisés et qui sont formés pour écouter les gens, réussir à obtenir les éléments judiciaires dont on a besoin pour poursuivre la procédure, mais aussi cette prise en compte sociale et éducative qui fait. Donc les enfants, eux, sont entendus dans un milieu protégé avec une certaine méthode d'audition. Ce ne sont que des questions ouvertes, hein. On ne pose pas de questions fermées. Une question fermée, c'est « est-ce que papa t'a battu ?» Ça, c'est une question fermée. On ne pose jamais cette question-là. On demande à tous les intervenants, et on demande qu'il y ait le moins possible d'intervenants sur l'enfant, sur la parole de l'enfant avant nous, parce qu'on ne sait pas si tous les travailleurs ou en tout cas intervenants avec cet enfant ont la même formation. Et il suffit de dire à un enfant de 3 ans, 6 ans, vous lui faites dire ce que vous voulez. Avec les parents, ils ont déjà un lien très... C'est déjà très compliqué de les faire parler sur leur enfant, sur leurs parents ou sur leurs proches. Sur des faits qui sont encore pénaux, c'est pire. Donc toute question fermée, ça nous tue notre audition après. Donc on est des fois obligé même d'arrêter l'audition, d'attendre quelques semaines pour pouvoir reprendre l'enfant, qu'il se soit posé et ainsi de suite, et qu'on puisse lui reposer des questions. Donc le but, nous, c'est qu'on ait des questions ouvertes totalement, qu'on essaye de ne pas parasiter l'enfant par différents signaux extérieurs. Alors ça va de cris, on a de temps en temps l'hélicoptère à l'hôpital, mais voilà, ça attire l'attention. Mais voilà, on essaye vraiment que ça soit un milieu un peu sécure, avec des gens autour qui sont bienveillants et ainsi de suite, et qu'on pose des questions. C'est un travail, c'est un vrai travail. Une audition d'enfant, ça ne se fait pas en 5 minutes. Il faut savoir que si vous accompagnez un enfant, on peut rester 10 minutes comme on peut rester plus d'1 heure. On peut l'entendre plusieurs fois. On leur dit bien à chaque enfant, vous pouvez revenir, on peut entendre. Moi, j'entends des fois des enfants sur 2 ans, je peux les entendre 2 fois, 3 fois, parce que l'enfant ne m'aura pas tout dit, qu'il voudra revenir, et que de temps en temps, en grandissant, voilà, il demande à revenir. Donc on fait tout ça, toutes ces questions. On va poser des questions aux enfants sur, si on en vient sur les co-victimes, principalement sur 1, ce qu'il a vu, 2, ce qu'il a entendu, ce qu'il a ressenti. Le passé des parents, le couple, est-ce qu'il y a eu des antécédents avant, est-ce qu'il y a eu des antécédents après, est-ce qu'il y a eu des antécédents sur les enfants, sur un enfant en particulier, comment se passe la vie familiale, tout simplement, qui fait à manger, est-ce qu'ils mangent avant les parents, parce que il y a des gens violents qui ne supportent pas d'avoir les enfants à table parce que ça fait du bruit, parce que ça les gêne et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de personnes qui font manger les enfants avant, à part, pour avoir des bonnes conditions pour que la personne violente ne devienne pas violente, en tout cas, qu'il n'y ait pas de l'excuse, en tout cas, des agissements de l'enfant. Donc voilà, tout ça c'est pris en compte. On parle aussi on lui demande sa fratrie,
déjà aussi pour positionner l'enfant. Est-ce qu'il se positionne dans le temps, dans l'espace, dans sa vie familiale? On lui demande sur son suivi, s'il est suivi socialement. Des fois, les enfants, ils savent s'ils ont un référent, s'ils ont un service social qui les accompagne, éducatif, s'ils ont des problèmes eux-mêmes de dyslexie, de toute autre. Voilà, on leur pose vraiment des questions très très générales, et avant d'en arriver à des points un peu plus précis sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a vu et qu'est-ce qu'ils ont fait. En fonction de là, on voit en général, nous, à la brigade, on a plutôt tendance à les faire passer systématiquement devant le médecin légiste, parce qu'on veut vérifier pas seulement les blessures ou éventuelles ou pas, mais on pouvait vérifier aussi si par le passé, les fractures anciennes, et comme ça, pour évacuer le côté maltraitance enfant, pour évacuer aussi l'évolution de l'enfant sur son poids, sa taille, est-ce qu'il évolue bien, et ainsi de suite. Parce que les violences, ça agit sur le psychisme de l'enfant, et automatiquement, il peut régresser. Donc c'est important de savoir tout ça. Donc ça va être sur l'audition, ça demande du temps, ça demande un savoir-faire spécifique, mais puis on est entouré, hein, on n'est pas tout seul. Et donc intervient là, le rôle important, c'est des médecins légistes, qui sont là pour et nous aider au niveau pénal, mais aussi faire le lien avec le médical proprement dit, puisque les enfants, ils vont être soignés à un moment. Les personnes adultes vont être soignées. Donc en général, on privilégie quand même les soins avant nous. C'est quand même la meilleure des choses à faire. Mais ils ont ce suivi-là, ils ont l'œil du médecin qui va nous dire cette courbe-là, elle est normale, cette courbe, elle n'est pas normale. Ces traces-là, ce n'est pas des traces normales, c'est des traces qui peuvent susciter des maltraitances. Donc à côté des violences conjugales, vous allez avoir les maltraitances enfants qui vont se rajouter. Et ils peuvent aller jusqu'à nous dire ça c'est compatible avec les déclarations du mis en cause, ça ne l'est pas. Par exemple, on a eu des fois où on a eu des violences faites sur les mères. Les enfants nous disaient je me suis pris un coup parce que j'étais à côté de maman et ainsi de suite. Ils nous décrivaient un objet, sauf que c'était par exemple un cordon de téléphone. Le médecin légiste, il va nous dire ça ressemble pas à un bâton, ça ressemble pas à un coup de ceinture, parce qu'il n'y a pas le ceinturon, il y a la largeur, tout ça. Par contre, c'est un fil très fin et tout ça. Donc nous, ça va nous permettre de poser des questions à l'auteur en disant qu'est-ce que vous aviez dans les mains. Si vous dites c'est un bâton, on va lui dire non, ça correspond pas avec ce que l'enfant a pris puisqu'il était à côté et la trace, c'est pas là. Par contre, il va nous dire j'avais le téléphone, j'avais le cordon, le cordon est parti, ça l'a fouetté. Là, voilà. Et on essaye de revenir au maximum à un potentiel de vérité, en tout cas sur ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Et le médecin légiste, pour ça, est important. Les UMJ sont importantes parce qu'il y a l'aspect psychologique aussi qui va nous dire, et ils vont pouvoir mettre un nombre, parce qu'il nous faut un nombre malheureusement dans le droit pénal, de jours d'ITT pour nous dire psychologiquement, ça c'est les violences psychologiques, elles sont datées de telle dose et ainsi de suite, et ça change la qualification. L'importance dans les UMJ et dans les ITT, c'est pas le nombre de chiffres, c'est pas de se dire j'ai un jour, 2 jours, les autres ils ont 10 et ainsi de suite. C'est la qualification pénale. Plus vous dépassez les 8 jours et plus votre qualification pénale change. Donc on peut passer de contraventionnel à délictuel à criminel avec des jours de différence. Donc pour ça, c'est important pour nous. Donc voilà. Donc j'ai essayé de faire vite. Je vais passer, je ne me rappelle plus à qui. Non mais c'est vous derrière moi. Oui. Bonjour à tous, je suis Jean-Luc Marcomini, de la Maison de protection des familles de Vannes. Rien à voir avec donc les nouvelles unités police de protection des familles également. Je vais essayer de faire rapide pour que tout le monde puisse avoir la parole. Je ne vais pas revenir sur les outils de travail qu'on partage avec la police, puisque les salles UMJ, les salles d'audition Mélanie sont laissées à la disposition tout autant des forces de police comme des forces de la gendarmerie. Sur les outils, comme le capitaine Toiti vous l'a fait remarquer, on dispose des mêmes éléments, le même code pénal, le même code de procédure pénale. On travaille également sur directive du procureur de la République, ce qui nous impose parfois certaines actions. Pour ce qui est de la gendarmerie, depuis presque 2 ans, suite au Grenelle des violences faites aux femmes et également au retour de pas mal d'éléments concernant des procédures impliquant des mineurs, le commandant de groupement et toute son équipe ont essayé de plancher sur une manière de travailler différente. Alors j'insiste et j'en profite pour en parler, puisque les personnes dont je vous parlais, certaines sont dans cette pièce justement. Il a été créé sur les 4 arrondissements gendarmerie, les 4 compagnies, des cellules de protection des familles. Donc encore une fois, j'insiste bien, ça n'a rien à voir avec la police. On n'intervient pas sur le secteur police. Voilà, on a chacun nos zones et nos saisines.
Mes collègues sont activables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont près d'une trentaine à travailler exclusivement dans le domaine des violences intrafamiliales. L'idée pour nous, en fait, c'était de pouvoir offrir aux mineurs, puisqu'on va surtout parler des mineurs aujourd'hui, des personnes qui sont complètement formées et spécialisées dans ce domaine-là. Donc si vous devez avoir affaire à un problème avec une procédure impliquant un mineur en police, vous aurez des unités spécialisées. Ici, en gendarmerie sur le département du Morbihan, vous tomberez à coup sûr également sur des collègues qui sont formés et spécialisés dans ce domaine-là. Comme je vous l'ai dit, ils sont activables 24 heures sur 24. L'idée également, ce n'est pas de les chercher pour pouvoir porter à leur connaissance certains dossiers, c'est l'inverse. C'est le même principe en fait qu'en police. Il y a un guichet unique et c'est les personnes qui vous reçoivent qui vont vous orienter vers ces personnes-là. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher ces gens-là. Je vois qu'il y a des personnes de différentes administrations ici. Je sais qu'au sein de chaque administration, vous avez vos manières de signaler vos faits. Vous avez vos remontées via vos structures hiérarchiques. Je l'ai dit tout à l'heure et j'insiste bien là-dessus, en cas d'urgence, n'hésitez pas non plus à composer directement le 17 ou le numéro de la brigade locale pour que nos collègues puissent vous renseigner directement et faire intervenir les moyens nécessaires sans forcément non plus que ça ne vous oblige pas à faire un signalement suivant les formes que vous avez l'habitude de faire. En matière de formation, la gendarmerie propose différentes formations et propose également des formations décentralisées. Il se trouve que justement aujourd'hui nous avons parmi nous l'une de ces formatrices que vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer tout à l'heure, Christelle, si tu veux te lever ou juste lever la main à défaut, qui prend le soin de former l'ensemble des collègues qui ont justement l'intention de se former dans ce domaine-là, dans les techniques d'audition mineures. Et je pense avoir fait le tour très très rapidement. C'est très frustrant de vous parler en 5 minutes. Ah oui, je termine, moi, je crois. Bonjour à tous, je suis Anne-Marie Delot, je suis la chef du service protection juridique des mineurs au conseil départemental du Morbihan. Je vais vous parler de l'administration ad hoc. L'administration ad hoc est une fonction qui, je crois, est encore largement méconnue. Donc, je vais commencer par la définition. Je vous préviens tout de suite, elle est un peu technique, un peu juridique, mais je vais m'arrêter sur les différents termes ensuite. L'administrateur ad hoc est une personne physique ou morale désignée par un magistrat pour représenter un mineur victime le temps d'une procédure. Le code de procédure pénale précise qu'il est désigné lorsque la protection des intérêts de ce mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, les droits reconnus à la partie civile. Voilà, je ne vous avais pas menti, elle est un peu technique et juridique. Je vais revenir sur les différents termes. Donc, l'administrateur ad hoc peut être une personne physique ou morale. Donc, s'agissant du département, on est une personne morale. Il y a 3 personnes physiques qui exercent cette fonction, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à des administrations, qui font ça, ce sont des particuliers. Il y en a une dans la salle que je vois, qui sont inscrits sur la liste de la cour d'appel. Et je vous précise également que bientôt une autre personne morale sera également administrateur ad hoc sur le département. C'est l'UDAF qui va bientôt devenir administrateur ad hoc dans quelques mois. On ne se décide pas, on ne se désigne pas nous-mêmes administrateur ad hoc. C'est bien le magistrat en charge de la procédure, donc le procureur, le juge d'instruction, qui désigne l'administrateur ad hoc pour représenter le mineur. L'administrateur ad hoc se substitue aux représentants légaux, ce qui veut bien dire que l'administrateur ad hoc il va concrètement exercer un petit bout de l'autorité parentale du parent. Le parent, il garde son autorité parentale générale, mais l'administrateur ad hoc, c'est lui qui va avoir la responsabilité de représenter le mineur victime, donc d'exercer ce petit bout d'autorité parentale sur un mandat qui est très limité, qui est celui de la procédure, le temps de la procédure. Très concrètement, on va être désigné sur des situations où il y a des conflits d'intérêts. Soit le parent ne porte pas plainte pour son enfant, soit c'est très concrètement lui qui est poursuivi. Donc on va être désigné sur des situations d'agression, de violence, de maltraitance. Et depuis tout récemment, depuis le décret de novembre 2021 qui est entré en vigueur là, en février 2022, dans les situations où l'enfant est considéré victime de violence conjugale. Enfin, quand il était témoin, lors des témoins présents et donc de ce fait victime et non plus uniquement témoin pendant les scènes de violence conjugale. Le but de ce rôle, concrètement, c'est de faire accéder le mineur à la justice et de préserver ses intérêts. Grâce à l'administration ad hoc, il va pouvoir avoir sa place de sujet dans la procédure pénale. Alors, on le dit, ça paraît évident, mais ça ne l'est absolument pas, puisqu'il y a quelques années encore, le mineur n'était pas représenté en justice, il n'avait pas de place, il n'était pas sujet.
Donc c'est l'évolution des lois en protection de l'enfant, enfin les lois, la société qui a permis ça, mais c'est loin d'être anecdotique puisque auparavant personne ne le représentait. Donc désormais l'administrateur ad hoc est présent. Et on saisit un avocat, donc certains avocats sont dans la salle et représentent les mineurs victimes dans ce cadre-là, pour se porter partie civile. Être partie civile, très concrètement, c'est avoir accès au dossier pénal, c'est pouvoir faire des demandes d'actes s'il nous semble nécessaire, et puis c'est parler en justice et parler lors de l'audience et demander une indemnisation. Alors ça, c'est le premier sens, c'est le sens juridique. Là, on a bien vu, la définition était technique et juridique, mais ce serait enlever tout un bout de ce qu'est l'administrateur ad hoc si on ne parlait pas de ce deuxième sens qui n'est pas mis dans la loi, mais qui est aujourd'hui admis par tous. C'est le rôle d'accompagnement, pas uniquement juridique et procédural, mais un rôle d'accompagnement, de soutien du mineur dans le cadre de la procédure en cours. L'idée, c'est de donner du sens au mineur, aux différents actes de procédure auxquels il devra répondre, lui dire concrètement comment ça va se passer, pourquoi, faire du lien entre les intervenants. Ce sens-là, il est primordial puisqu'on a affaire à des victimes qui sont quand même très particulières, toutes jeunes. Il y a une question aussi toute bête, mais qui est loin d'être bête, c'est la gestion de la temporalité. Le temps de la justice, c'est absolument pas le temps du développement du mineur. Donc, c'est une particularité que l'administrateur ad hoc devra prendre en compte pour accompagner chaque enfant. Lui expliquer qu'est-ce qu'il advient de sa parole, qu'il n'est pas oublié, parce que c'est aussi souvent la question, ça dure tellement longtemps sur le référentiel de l'enfant que c'est aussi important de lui redire ce qui se passe et que l'administrateur ad hoc est aussi garant, en lien avec l'avocat, à ce que la procédure elle existe toujours et elle est poursuivie. L'objectif de l'administrateur ad hoc, c'est donc de lui donner aussi un espace de parole à cet enfant. Maintenant, en disant ça, il faut bien avoir cette nuance, c'est que l'administrateur ad hoc, il a un rôle juridique et d'accompagnement, mais il n'a pas de rôle thérapeutique ni éducatif. Donc c'est vraiment une nuance importante à avoir en tête. Peut-être conclure juste sur l'organisation du département, puisque au département, dans notre organisation interne, il y a 17 professionnels qui sont actuellement formés pour être administrateurs ad hoc. Ce sont des professionnels, ce sont des éducateurs et des psychologues qui travaillent en protection de l'enfance, donc qui font cette mission sur la base du volontariat, en plus de leurs fonctions d'éducateurs, de placement, de prévention, voilà, donc en plus de leur mission habituelle de protection de l'enfance. Je précise que quand l'enfant est confié à nos services, ce ne sera pas l'éducateur, le référent éducatif de l'enfant qui sera son administrateur ad hoc, ce sera bien 2 personnes différentes, de manière à éviter la confusion aux yeux de l'enfant et puis aux yeux du parent entre celui qui va travailler au niveau éducatif et celui qui va représenter au niveau pénal. Voilà, donc pour conclure, voilà, l'administrateur ad hoc, il a bien ces différentes compétences qui sont juridiques et d'accompagnement, et donc il est vraiment là au soutien du mineur. Merci Anne-Marie. Donc je me présente, Chloé Leray, chef de pôle de la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes au conseil départemental. Donc là, moi, j'ai 5 minutes aussi pour vous présenter la CRIP, exercice difficile que je n'ai encore jamais fait en 5 minutes, je vous l'avoue. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir privilégier le temps de questions-réponses. Donc, je vais essayer d'être très succincte. Donc, les CRIP, elles ont été créées par la loi de 2007 de protection de l'enfance. Nous, dans le conseil départemental du Morbihan, on l'a mise en place dès 2008. Et c'est vraiment l'objectif de ce service au conseil départemental, c'est de centraliser et de garantir le bon traitement des informations préoccupantes. Je vais revenir sur la définition d'informations préoccupantes ensuite. Donc on a vraiment un rôle de centralisation des informations, de tout élément d'inquiétude concernant un enfant qui va permettre ensuite une bonne prise de décision et une bonne orientation dans le champ administratif. Voilà. Donc justement, pour faire le parallèle avec la présentation de mes collègues, donc sur l'articulation entre le champ du judiciaire et le champ administratif, c'est vraiment très important. Je ne peux pas faire l'impasse de vous faire un petit temps sur la différence entre l'IP et le signalement, car même aujourd'hui, même si ça fait quand même depuis 2007, il y a encore parfois des petites confusions. Et c'est un de nos messages principaux quand on intervient auprès des partenaires en externe sur qu'est-ce que l'information préoccupante, qu'est-ce que le signalement, puisque très souvent dans le langage commun, on parle de signalement alors qu'en fait, c'est une information préoccupante, donc l'IP. Donc en fait, le signalement, ça va vraiment être les faits susceptibles d'être qualifiés pénalement et ou un besoin de protection immédiate de l'enfant.
Donc déjà, rien qu'avec ces deux notions, on voit tout de suite que c'est pas chez moi, c'est chez les collègues. C'est-à-dire qu'on va être sur une temporalité très courte, on va être sur les violences physiques, les violences sexuelles, où on va être inquiet pour l'enfant ce soir. Donc on est vraiment, vous, quand vous êtes inquiet pour un enfant et que vous êtes sur ces notions-là et sur la rédaction d'un écrit, du coup directement au parquet, avec copie pour information, donc si c'est par mail, à la CRIP. Donc nous, on ne va pas être saisis à ce niveau-là. C'est absolument le parquet qui doit recevoir dans un temps très court votre écrit, voire bien sûr doubler de l'appel au 17 selon les situations, comme on vous l'a dit juste avant. Donc voilà. Et en fait, à ce niveau-là, nous, on n'est pas saisis. Et ça va vraiment être au parquet de décider si oui ou non il diligente une enquête pénale et si oui ou non il décide de saisir le juge des enfants et de judiciariser tout de suite la situation. C'est que dans un deuxième temps, vous inquiétez pas, on sera dans la boucle s'il y a nécessité dans un deuxième temps. Si le parquet ne décide pas de saisir le juge des enfants et qu'il y a une problématique sur le champ du socio-éducatif, il va nous saisir dans un second temps. Donc il va nous transmettre en fait votre écrit par soit transmis. Et du coup, on va pouvoir s'articuler avec l'enquête pénale si elle a lieu pour articuler nos interventions. Donc l'un n'exclut pas l'autre, c'est qui reçoit d'abord les éléments et les traite, comme il a pu l'être dit, dans les bonnes conditions pour le recueil de la parole de l'enfant et par les bons interlocuteurs. Après, pas de panique, s'il se trouve qu'on reçoit un écrit qui aurait dû être un signalement, on va, entre guillemets, rectifier le tir, dans le sens où on va solliciter l'inspecteur enfance au niveau de l'aide sociale à l'enfance qui va décider ou non, du coup, de transmettre ces éléments au parquet. Je vous ai pas perdu ? Ça va. Ok. Donc ça, c'est pour les signalements. Et vous allez voir dans la définition pourquoi c'est différent au niveau de l'IP. Parce que l'IP, c'est vraiment quand on s'inquiète, quand il y a des éléments d'inquiétude pour un enfant aussi, mais qui vont être moins palpables en fait. C'est-à-dire qu'on va être sur le champ de la santé, de l'éducation, du développement de l'enfant, comme un tableau d'indicateurs, de petits voyants qui commencent à s'additionner. On a parlé aux collègues, etc. Et on se dit, c'est quand même inquiétant, ça fait plusieurs fois que je fais cette orientation à cette famille, j'ai l'impression de ne pas être entendue, ou un coup il me dit ça, un coup il me dit ça, comment ça se fait, j'arrive pas à comprendre, et démêler ensemble, entre professionnels, la situation. On se rend compte, là il y a un danger ou un risque. Et la notion de risque est importante, de danger. On ne sait pas aujourd'hui, mais ce qu'on souhaiterait quand on transmet l'écrit, quand on transmet nos inquiétudes, là, c'est plutôt d'aller rencontrer cette famille. En fait, d'aller évaluer la situation et d'aller voir si oui ou non il y a un danger, si oui ou non il y a un risque de danger, et si oui, quelles aides peuvent être proposées à la famille pour répondre aux besoins de l'enfant. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur la même finalité. Là, la finalité pour vous, c'est que la famille soit rencontrée par un binôme de travailleurs médico-sociaux, que le domicile soit visité, on contacte les professionnels en lien avec l'enfant, on rencontre l'enfant, etc. Mais les premières personnes qu'on va rencontrer, ça ne va pas être l'enfant, ça va être les parents. Et les parents peuvent s'opposer à ce qu'on rencontre les enfants. Vous voyez, c'est pour ça vraiment que l'évaluation IP, ça n'a rien à voir avec les auditions dans le cadre d'une enquête pénale. Voilà. Donc là, toute l'importance du principe de subsidiarité sur lequel je voudrais insister cet après-midi, c'est que toujours rechercher l'adhésion du détenteur de l'autorité parentale en premier. Et dans le cadre de cette évaluation, c'est vraiment ce qu'on va faire. Et si la famille adhère et met du sens dans les propositions qu'on va faire, on ne va pas aller saisir l'autorité judiciaire. C'est ça le principe de subsidiarité. Même ce qu'on appelle un placement, mais du coup dans le champ administratif, un accueil provisoire, même sous 24 heures, peut être mis en place dans le cadre administratif, c'est-à-dire sous forme de contrat, donc avec l'adhésion du parent. Vous voyez, donc même si parfois la situation est grave, si il y a l'adhésion de l'autorité parentale, on ne va pas aller saisir le juge des enfants pour ça. Ça va ? Ok. Et sinon, du coup, pour parler un petit peu aussi de l'organisation au niveau du département du Morbihan, plus spécifiquement, parce qu'il y a autant d'organisations de CRIP que de départements. Donc, si vous venez d'un autre département, vous avez eu d'autres discours. Nous, on fait un travail de qualification de l'information à réception. Ça, c'est notre jargon, mais en gros, quand vous faites votre IP, nous, on n'a pas encore dit que ça allait être une IP. On va d'abord faire un peu un tri. Parce que si, par exemple, il y a un accompagnement déjà mis en place, par exemple, au service social ou PMI, on va leur transmettre pour compétences. On ne va pas aller déclencher une évaluation IP très, très lourde et violente pour la famille. C'est tout de suite, c'est un dossier au nom de l'enfant pendant 30 ans à compter de sa majorité. Donc, on met l'accent au niveau du département du Morbihan sur la prévention. Donc, si les éléments d'inquiétude peuvent être pris en compte dans le cadre préventif, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on dit qu'avant de rédiger une IP, il faut d'abord arriver au bout de ce que vous pouvez proposer, mais aussi en lien avec les partenaires, notamment le service social et de PMI de proximité. Voilà.
Et autre notion importante, et après j'arrête, l'information à la famille. Donc quand on rédige une information préoccupante, contrairement au signalement, et encore ça dépend, mais en tout cas on informe toujours la famille de la rédaction de son écrit sauf intérêt contraire de l'enfant, ce qui est souvent le cas pour un signalement, mais pas pour une information préoccupante. Donc aborder les difficultés avec la famille, c'est vraiment la première chose, et pour qu'il y ait une compréhension de la situation et de présenter cette IP comme une démarche d'aide. Plus vous parlerez, nommerez les choses à la famille, plus nous, notre intervention va être facilitée parce qu'on ne fera rien sans eux. Ouais, ça marche. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Et j'ajouterais quand même dans la spécificité de l'organisation du département du Morbihan, pour tout ce qui est intervention, puisque voilà, c'est un petit créneau qu'on a mis en place, tout ce qui est intervention urgente et les plus complexes. Donc intervention urgente, dans notre jargon à nous, c'est sous 72 heures, donc c'est pas du tout les mêmes temporalités évidemment que les forces de police et de gendarmerie. Donc sous 72 heures, un premier rendez-vous proposé à la famille, par exemple pour les suspicions de bébés secoués, pour des problématiques de scénario, de passage à l'acte suicidaire, ce genre de choses, on va intervenir dans un délai très court. On a une équipe spécialisée au niveau de la CRIP avec 6 travailleurs médico-sociaux qui interviennent sur tout le département. Ça, c'est un choix du département. Le reste des évaluations IP sont réalisées par le service social et de PMI de proximité, à peu près 90%. Voilà. Merci. Alors, bonjour à tous. Viviane Gianin, je suis assistante socio-éducative dans le cadre d'une part, le CHBA de Vannes, dans le service de pédiatrie, service grands enfants, donc ce qui concerne donc les adolescents. Et d'autre part, j'interviens également dans le cadre de la Maison des adolescents de Vannes. Au niveau du CHBA, donc, les ados qui arrivent, donc, alors je parlerai que des ados, parce que les enfants, c'est pas tout à fait ma partie, c'est à partir de 12 ans. Quand ils arrivent aux urgences pédiatriques, voilà, c'est aussi en lien avec du mal-être, des tentatives de suicide. Ils sont vus en général par un pédiatre et voire un pédopsychiatre qui est appelé en cas de besoin. Suite à cela, il y a une hospitalisation qui se fait en service de pédiatrie à la demande du médecin. Et au cours de ce passage aux urgences, il y a quelquefois des révélations qui sont faites en termes de violence sur mineurs. Quelquefois pas. Et lors d'une hospitalisation, les révélations arrivent quelquefois après. Notre mission, bien évidemment, c'est d'être dans l'écoute, dans l'accompagnement et dans le suivi des soins. On travaille bien sûr avec les familles. On les sollicite aussi pour faire du dépôt de plainte quand il y a des révélations en termes de violences sexuelles et physiques. À partir de là, les parents déposent plainte ou pas. De toute manière, nous, en tant que professionnels, nous sommes dans le devoir de signaler par un signalement fait à l'adresse du procureur de la République. On fait aussi des informations préoccupantes si sur le plan social, on repère certains dysfonctionnements au niveau famille. Voilà. Donc de toute manière, quand on fait un signalement, on adresse systématiquement une copie à la CRIP. Voilà. Après, à la CRIP, de voir si elle est sollicitée par le parquet ou pas. Donc le temps de l'hospitalisation, elle va durer le temps nécessaire que le médecin pédopsychiatre va évaluer sur la prise en charge de cette hospitalisation. Parallèlement à ça, je prends contact régulièrement aussi avec les partenaires, donc les services sociaux. On a des situations parfois connues des services sociaux. Et donc, je me mets en lien avec les assistantes sociales de secteur. Donc, on est aussi... ce lien est important parce qu'il permet aussi de faire une photo globale de la situation familiale et de mettre en place, si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas, une aide éducative quand c'est possible, en fonction aussi de l'adhésion des parents, bien évidemment. Alors... Donc je disais, on rencontre les parents. Alors on a souvent des situations de parents séparés. On propose, dans la mesure du possible, de voir les deux parents qui ont l'autorité parentale. Je dis dans la mesure du possible. Si ce n'est pas possible, on les rencontre séparément.
Voilà, donc on travaille aussi avec la cellule de protection des familles, parce que ça m'est arrivé de me mettre en lien aussi avec les différents professionnels pour essayer de mettre en œuvre le plus tôt possible l'audition dans le cadre de la PMJ. Si c'est possible, au cours de l'hospitalisation. C'est plus simple parce qu'une fois que l'adolescent est sorti des urgences, et je dirais même du service de pédiatrie, c'est plus difficile après, je pense, de ce fait, on a aussi cette possibilité aussi, après le passage à la PMJ, l'ado a donc eu une audition, quelquefois c'est assez éprouvant. Ça nous permet aussi, nous, en retour, de pouvoir réaccueillir l'adolescent avant sa sortie définitive et peut-être aussi de déposer aussi ce qu'il a pu éprouver pendant ce moment. Donc là, effectivement, quand il y a un signalement qui est fait au procureur, on est aussi dans l'attente de savoir s'il va y avoir une OPP qui va suivre. Voilà. Donc en général, c'est aussi cette attente qui est déterminante pour la suite de l'orientation du jeune ou de la jeune qui est hospitalisée. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais passer le micro à ma collègue. Je te laisse faire la partie MDA. Bon, je vais faire la partie MDA. Donc moi, je suis Gisèle Kerdrin, je suis psychologue à la Maison des Adolescents. Et je me disais, quelle évolution. Ça fait bientôt 40 ans que je travaille, en ayant commencé dans les services de psychiatrie adulte, et où j'aurai toujours en souvenir telle ou telle femme qui me disait, mais Gisèle, j'ai dit quand j'étais petite, alors des femmes qui étaient à l'hôpital depuis qu'elles avaient 3 ans, hein, j'ai dit toute petite que j'avais été violée, mais personne ne m'a cru. Tu es la première qui me croit. Et dans des groupes de parole de femmes, à l'époque, en psychiatrie adulte, et vous imaginez bien que c'était compliqué, j'avais plein de femmes qui parlaient de leur vécu, de victimes, de violences sexuelles ou autres. Je me dis aujourd'hui, ça y est, on commence à les croire. Il était temps. Il était temps. Il était temps parce que grâce à ça, on arrive un peu mieux à évaluer leur parcours d'enfants victimes. Et en évaluant, on va peut-être pouvoir leur proposer des places de sujets, hein, ça a été dit tout à l'heure, mais des places pour qu'ils puissent dire leur souffrance, leur détresse et le fait qu'effectivement, sur un plan psychique, quelquefois, dans leur tête, ça s'est arrêté parce que la violence était trop grande. Alors je dis ça parce que c'est important, la prise en charge. Hein, on a parlé ce matin, on a entendu parler avec le docteur Coutenceau aussi de culpabilité. Et combien d'enfants, d'adolescents ont vécu ce ressenti de culpabilité sans pouvoir dire aux professionnels que nous sommes, voilà, il s'est passé ça pour moi quand j'étais petit, ou il s'est passé ça pour moi à l'âge adolescent. Évaluation, mais aussi protection. Il me semble que la protection, elle est évidente. Et j'ai envie de dire, bon, je vais partir en retraite bientôt, je trouve que la protection, elle n'arrive pas encore assez vite. Hein, à mes yeux, que ce soit au niveau judiciaire, enfin voilà, que la protection de l'enfance, on a sans doute tous ensemble encore du chemin à faire. Parce qu'il faut évaluer et que l'évaluation, quelquefois, elle met 6 mois. Et qu'en 6 mois, la temporalité de l'enfant ou de l'adolescent n'est pas la même que la nôtre. Et encore moins quand on va quitter le travail que je fais. C'est pas le même, parce qu'en 6 mois, il se passe plein de choses. Et je noterai entre autres, je citerai Maurice Berger, hein, qui, à travers ses livres à une certaine époque sur des enfants qui avaient un certain nombre de troubles, à partir du moment où ils étaient protégés, ils pouvaient gagner 20 points de QI. Aujourd'hui, vous savez bien qu'on est très QI, les HPI, il y en a partout. Voilà.
Mais néanmoins, il y a des enfants qui arrêtent d'apprendre, qui ne veulent pas lire, qui ne veulent pas. Soyons là pour les écouter, soyons là pour les entendre. Et on a tous un rôle essentiel. Il paraît que je ne mets pas le micro assez près. Donc un rôle essentiel à jouer auprès de tous ces enfants et adolescents. Donc moi, je fais partie de la MDA, Maison des adolescents. Et aujourd'hui, c'est parfois compliqué parce que les jeunes, ils viennent dire, mais ils mettent du temps à dire. Puis quelquefois, on est là sur 3, 4 séances. Alors, l'intérêt, c'est qu'ils reviennent, ou ils reviennent, et ils reviennent. Et ce n'est pas toujours la première fois qu'ils le disent. Alors, heureusement, on travaille tous ensemble. J'ai tous les partenaires que vous êtes, la police, la gendarmerie, la CRIP. De nombreuses fois, moi, je suis amenée à appeler la CRIP en disant, voilà, j'ai telle situation, qu'est-ce que je fais? Bon, je fais une information préoccupante, je fais un signalement. Voilà. Mais néanmoins, pour tous ces jeunes, je n'ai pas forcément de réponse immédiate quant à leur protection. Ce n'est pas toujours simple. Il y a 6 mois, souvent, d'évaluation. Et dans ces évaluations, les jeunes qui se sentent coupables, parce qu'ils disent c'est de ma faute, j'ai pris des coups, c'est de ma faute. Voilà, je suis pas facile. Bon, t'es pas facile, mais enfin, tu sais que c'est pas autorisé de prendre, qu'on te donne des coups. Donc c'est comment travailler avec eux tous, ces notions-là. Et puis il y a la honte. Alors, ce qui est quelquefois, il y a tellement de choses à dire sur les violences sexuelles. L'autre jour, c'était jeudi dernier, nous étions au lycée Charles de Gaulle. Donc on était 4 associations à intervenir. On a vu 32 groupes de jeunes, je crois 900 jeunes, 800 et quelques jeunes, qui sont passés tour à tour. Pour nous, pas 900, 300 et quelques, peu importe. Et là, c'était pour travailler le consentement. C'est pareil, là. La question du consentement, il y a du boulot encore. Il y a du boulot. Il y a un groupe de jeunes à un moment qui arrive. Bon, mais madame, on sait bien que quelquefois, il y a des oui, il y a des non qui veulent dire oui. Bon, ok, on a 10 minutes pour parler, mais il va bien falloir que vous compreniez que les non, c'est non, et que les oui, c'est oui, mais que non, c'est pas oui, et oui, c'est pas non. Voilà. Donc, on a un boulot de dingue. Donc, je vais vous laisser tout ce travail-là, désormais. Mais c'est vrai que, espérons que ça continue à évoluer. Et je reconnais que ça a quand même beaucoup évolué. Voilà, merci. Et je rajouterais, plus on sera dans la prévention, plus on sera efficace. Ah, tout à fait. La prévention plutôt que condamner les vices. Oui, allez-y. Je vous laisse le dire. Oui, je parlais d'enseigner les vertus plutôt que de condamner à chaque fois les vices ou surcondamner les vices. Si on peut travailler effectivement dans la prévention, ça peut paraître très utopique ce que je veux dire, mais si on arrive à faire comprendre à des jeunes les notions de consentement, les notions de respect des autres, on aura moins de boulot, nous. Et on pourra se consacrer à d'autres choses. Mais ce qui me paraît important, parce que pour ouvrir la parole, notamment aux parents, qu'on rencontre systématiquement avec les jeunes, sauf cas exceptionnel quand les jeunes ne le souhaitent pas, c'est qu'on ne soit pas jugeant vis-à-vis des parents. C'est-à-dire qu'ils ont aussi une histoire, et chaque enfant a une histoire, mais chaque parent a été un enfant avec une histoire. Et pour que les mots puissent circuler, les mots puissent se dire, il est important qu'on ne soit pas dans le jugement, et dès qu'on n'est pas dans le jugement, on se rend compte que la parole, elle circule. Merci. Merci à tous d'avoir parlé de cette prise en charge spécifique sur les mineurs qui sont victimes et également co-victimes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à poser aux intervenants? On a 10 minutes pour un petit débat ou des questions. C'est une bonne idée. Oui, je vais ouvrir. C'est effrayant, comme il fait chaud.
Ok. Eh ben non. Est-ce que, du coup, si quelqu'un a une question, je vais lui passer le micro pour que ça s'entende sur la caméra. Oui. Non, pour la vidéo et pour l'enregistrement. Ouais, moi, c'est toujours par rapport. Moi, je travaille au planning familial. Et du coup, je reçois des femmes victimes de violences, qui ont souvent des enfants, tout ça. Et c'est toujours le lien avec la... Enfin, où les orienter, donc soit porter plainte, machin, mais le lien à la garde après, là, au tribunal des enfants, tout ça, où le lien, il n'est pas toujours fait. Enfin, moi, je ne comprends pas tout. Je ne sais pas si c'est là qu'on peut me répondre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai été claire ou pas? Que très souvent, les femmes qui viennent vous voir ont peur qu'en dénonçant des faits dont elles sont les victimes. Allez-y. Vous indiquez simplement la crainte de certaines femmes ou de certains parents qui, en se disant qu'ils vont aller déposer plainte, vont éventuellement perdre la garde de leurs enfants. Non, c'est pas tout à fait ça. Bon, il y a ça, hein, parce que j'ai eu des situations comme ça aussi. C'est ce lien qui n'est pas fait avec le juge des enfants, enfin, ou le tribunal, là où la garde est jugée avec les conjoints, le JAF. Ouais, la connexion entre le pénal et la garde des enfants. Ouais. D'accord, j'ai compris. Ouais. Donc, et comment les conseiller là-dessus? Parce que j'ai encore pas tout compris. Effectivement, ça évolue côté tribunal. Il y a quelques années, voire dans le temps, sans être trop vieille, tout ce qui se passait en pénal, du parquet, des jugements et ainsi de suite, n'était pas communiqué ni au JAF. Alors le JE, c'est à part, mais n'était pas communiqué au JAF. Actuellement, ça fait déjà 1 ou 2 ans maintenant, il y a une communication qui se fait normalement, je dis bien, entre le parquet sur tout ce qui est procédure, par exemple, de violence conjugale, et le JAF au moment du jugement. Mais pour être sûr que tout se passe bien, il faut conseiller, et c'est ce que je conseille moi à chaque fois, aux gens ils ont besoin d'un avocat de toute façon. Hein, au JAF, on est d'accord, il y aura un avocat dans la boucle. Il faut conseiller systématiquement aux personnes qui ont déposé plainte ou qui ont un problème de maltraitance et tout ça, de le signaler à leur avocat. Parce qu'on est encore sur des procédures où 80% ou 90% de personnes qui viennent déposer plainte n'ont pas leur avocat avec eux. Ça évolue ça aussi, mais voilà, une victime, en général, quand vous êtes victime de quelque chose, vous ne venez pas avec votre avocat. Une mise en cause, lui, il vient avec son avocat. Donc ça évolue avec plus le temps. Mais ça veut dire que, prenez le truc classique, une femme vient déposer plainte pour des violences conjugales, elle est toute seule au commissariat, il va être jugé, donc on part du principe que la procédure est menée à bout, il va au tribunal X temps après, la victime, elle va aller ou pas au tribunal pour le jugement des violences conjugales. Mais en attendant, il y a la garde à côté. Donc soit les femmes, elles attendent carrément que la procédure de divorce ou de séparation ou de garde d'enfants se fasse et ça prend X temps, soit dès le début, est-ce qu'elles ont été bien orientées et bien informées? Elles ont vu avec leur avocat pour demander des ordonnances, 1, de protection déjà, et 2, pour faire accélérer la procédure et ainsi de suite au niveau du JAF, avoir une communication de la procédure pénale. Mais ça, c'est un lien qui se fait entre le tribunal, mais c'est aussi à l'avocat et aux personnes de le prendre. La difficulté, c'est que vous allez avoir affaire à des personnes qui sont en situation de détresse psychologique, sociale, éducative. Vous pouvez avoir la totale en face de vous. Donc c'est à nous, en tant que professionnels, donc nous, la police, on le fait de plus en plus, mais chaque intervenant doit bien rappeler aux personnes de communiquer avec l'avocat, de bien aller à France Victime, parce qu'on leur donne les papiers et ainsi de suite, de bien aller avec la France Victime, de bien aller voir l'intervenante sociale du commissariat, de la gendarmerie ou du CMS à côté, pour bien avoir toutes les informations et le suivi social et l'aide judiciaire qu'il va avoir. Mais l'idéal, c'est France Victime. C'est pour ça que nous, on donne, que ce soit les gendarmes ou nous, on donne France Victime, parce que France Victime fait le lien.
auprès de France Victimes, nous auprès de l'Ordre des avocats au barreau de Vannes, on est sur des listes et on est de permanence pénale France Victimes une semaine complète. Donc en fait, quand France Victimes a besoin d'un avocat, la partie civile, en tout cas la victime, n'est pas seule en fait. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'il y ait France Victimes dans la boucle. Oui, et voilà. Donc c'est donc si j'ai un conseil pratique à vous donner, faites qu'ils aillent à France Victimes, faites qu'ils prennent ce contact-là, s'ils ne l'ont pas fait déjà en amont, ou si nous, on n'est pas encore dans la boucle. D'accord ? Vous pouvez aller directement, je veux dire, elles peuvent aller voir directement France Victimes sans passer par la case commissariat. Hein. On n'est pas ou gendarmerie, c'est pas obligatoire. Théoriquement, après, on va avoir cette case quand même tôt ou tard. D'accord ? Et puis, il ne faut pas oublier que les avocats, maintenant, il y a les ordonnances de protection. Donc, c'est important, il faut les demander. On est encore dans ce schéma où si le côté plaignant, victime, ne fait pas les démarches pour obtenir les choses, ça ne tombe pas automatiquement. Maintenant, il y a des lois qui font qu'on commence à voir des trucs un peu automatiques. Ce qui n'est peut-être pas très rassurant parce qu'il faut quand même partir du principe qu'il y a une enquête à faire, qu'il y a des éléments de preuve à avoir et ainsi de suite, et que toute personne... présumée innocente quand même, hein. Et qu'on n'a pas que des gens qui sont réellement violentés qui viennent déposer plainte pour des violences conjugales. Il y a aussi la manipulation des deux côtés. Donc il faut quand même faire une enquête et le droit, c'est fait pour ça. Hein. D'accord ? Bon. Bah, du coup, voilà, c'était 1 heure. C'est assez court pour que tout le monde parle, malheureusement. Merci de votre attention. Et du coup, vous avez 15 minutes entre cet atelier avec l'atelier de 15h15. Je vous affiche les salles pour que vous puissiez... Mais après, s'il y a des questions, bien sûr, vous pouvez voir les intervenants. Il n'y a pas de souci. Merci à tous. Moi, j'ai du mal avec le bar.